Au Mali, les groupes armés du Nord montent une opération de sécurisation sans l'aval de Bamako. On va toujours rester au Mali, mais également au Burkina Faso pour le second sujet. Le mouvement Camarade appelle à la création d'une monnaie commune. On va également parler de la Tunisie et de son président Kais Saïed. Kais Saïed donc veut des mesures urgentes contre les migrants subsahariens. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. Les ministres s'expliquent devant le Parlement sur la gestion du fonds Covid-19. Nos invités sont en place pour ce numéro du jour. Joa Komitalake, il est journaliste, directeur de publication de Africa Plume. Ashraf Ourosama est également là. Il est juriste de formation. Il est également homme politique du PDP. Et puis Robert Kossiga à côté. Il est le président de Alliance Jeunesse et Développement JD. Bonjour à vous tous. Bonjour. Président, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV, bonjour à Tapame, bonjour Sokode, bonjour surtout Tinjas et Paratao, je les salue. Je salue aussi les gens d'Alejo. Je salue alors les gens de Gbeme qui suivent chaque soir Niwa TV. Voilà. Joa Komitalake, c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous allez bien, chers confrères? Oui, Michel, je vais bien. Et bonjour à tout le monde et surtout au peuple togolais qui sont, je peux dire, un peu soulagés par les explications. Les parlementaires qui viennent en réalité de mettre en place un système qui a permis d'éclairer un peu la lanterne des Togolais. Ashraf, vous êtes assistant parlementaire. Vous étiez là également. Vous avez suivi les travaux? Oui, non, j'ai suivi les travaux avec intention. Vous savez très bien que c'est, disons, une fonction naturelle des parlementaires d'interpeller l'exécutif sur un certain nombre de sujets. Et donc, si cela permet de lever l'équivoque, je trouve que c'est très utile. Et donc, ce qu'il faut dire que c'est un mécanisme constitutionnel qui est connu de tous. Donc, ce n'est pas un exercice totalement surréaliste. Donc, bonjour aux téléspectateurs de New World. Et je salue, disons, l'ensemble des Togolais. Et j'aimerais rendre hommage aujourd'hui à un écrivain togolais que je trouve totalement productif, qui s'appelle Steve Bodiona, qui a publié un ouvrage tout récemment intitulé Politique étrangère du Togo, 10 ans d'offensive diplomatique. Et de quoi je crois que ces dernières années, même dans l'espace d'intégration sous-régional, je vais parler de la CEDEAO, le Togo obtient quand même des résultats tangibles. Donc il faut quand même s'en féliciter. Je ne saurais terminer sans, je crois que la dernière fois, mon aîné, M. Robert, a évoqué un sujet portant sur les désengorgements des voies publiques. Aujourd'hui, la puissance publique a décidé de mettre en œuvre toutes les prérogatives qu'il dispose à son endroit. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, tout se fait dans 100 heures, donc il faut éviter des conflits. Et donc, la pédagogie, rien que la pédagogie permet à nos concitoyens de savoir que les désengagements des voies publiques participent également au développement de notre pays. On va commencer par un pays qui nous est très cher, le Mali. Les groupes armés regroupent des centaines d'hommes dans le nord du pays en vue d'une prochaine opération de sécurisation contre les terroristes, surtout sans l'implication de l'État malien auquel les lie un accord, j'allais dire, de paix mal en point. On commence par vous, Joa Komitalake. Quand on dit sans l'implication de Bamako, est-ce à dire que Bamako ne maîtrise pas la situation au nord? Oui, c'est pas vraiment évident et surtout ce n'est pas une surprise pour les autorités parce que si on remonte à l'accord Alger de 2015 sous Ibeka où la paix devrait revenir et avant cette paix il faudrait forcément signer un accord. Mais quand vous lisez en réalité l'accord qui liait le gouvernement malien Bamako et les groupes armés, vous allez vous rendre compte qu'il était là question d'une certaine réforme institutionnelle au nord du Mali. Mais dans le fait et dans la réalité, ça a été difficile en matière donc, de la mise en pratique la faute à qui de cet accord. Bien, la faute peut-être aux politiques dans le temps, mais ce que nous avons, ou moi je déplore dans cette situation qui continue de perdurer, c'est
c'est de voir que la situation du nord Mali continue toujours, constitue toujours, comment vous appelez, une politique mise à part, qui ne constitue pas en réalité la force même du Bamako. Alors, vous savez, il faut forcément faire une analyse qui permettra aux citoyens lambda de comprendre. Lorsque vous êtes dans un pays et qu'il y a une partie qui est considérée comme l'Eldorado, le chouchou de ceux qui gouvernent, et qu'il y a une autre partie qui est délaissée pour compte, vous allez vous rendre compte que c'est simplement des problèmes que vous attirez dans ce pays. Alors, je fais référence ainsi au nord du Mali, qui a longtemps été victime de certaines pratiques qui ne sont pas quand même à encourager. Alors ici, je pense qu'il serait dans l'intérêt, en réalité, de Bamako, de faire en sorte qu'il puisse respecter, d'accord, l'accord de l'Alger. L'accord de paix d'Alger. Je ne sais pas si vraiment juridiquement, un gouvernement en transition ou une gouvernance en transition est à même de mettre en pratique tout ce qui est lié à la question de... Peut-être c'est ça la question, hein. Et puis surtout la question de la continuité de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui Bamako ne se sent pas dans ces accords d'Alger? Oui, en réalité, le Bamako devait se sentir dans l'accord si Bamako veut vraiment la paix. Je parle ainsi de la transition, des autorités de la transition. Parce que si cela n'a pas été respecté, les groupes armés qui disposent aussi d'une force, qui disposent en réalité d'une puissance, il faut le dire, il ne faut pas qu'on se le voile la face, doivent en réalité savoir qu'ils sont en face d'un groupe armé qui se heurte à certaines réalités qui ne peuvent pas laisser passer. Et donc, il faut forcément que le gouvernement, la présidence ou sinon la transition de Bamako fasse très attention par rapport à tout ce qui est en train de se produire. Vous savez, en 2015, quand Choguel Maïga n'était pas encore aux commandes, et vous allez vous rendre compte qu'il était quand même dans les coulisses hostiles à cet accord d'Alger. Et les coulisses nous font raconter que cet accord, en réalité, devrait simplement être mis en place s'il y avait la volonté entre ces deux parties. Ouais. Mais vous savez, le groupe armé, ils sont prêts aujourd'hui à discuter, à faire en sorte qu'ils ne puissent pas avoir donc une scission entre pays, parce que on n'a pas intérêt à pouvoir dire, bon, écoutez, le Mali est subdivisé en deux et tout. Ils n'ont pas intérêt à le faire. Et ils cherchent vraiment une cohésion nationale, à ce que ça puisse vraiment arranger, en tout cas, les civils, le citoyen lambda. Et de l'autre côté, les autorités de Bamako, du Mali, sont aussi conscients que la cohésion nationale est importante donc dans cette démarche. Alors, qu'est-ce qui empêche donc la mise en place ou la mise en application et donc de cet accord d'Alger signé en juin 2015. Moi, je trouve simplement que c'est la volonté politique. Il faut qu'il s'asseye sur la place de discussion et retrouver en réalité, se retrouver entre fils du Mali, histoire de pouvoir se relancer sur la scène nationale. Alors, Robert Kossiga à côté, récemment, on a vu 3 groupes armés du Nord qui ont combattu l'État central par le passé, qui ont fusionné. C'était à Kidal, on se souvient très bien. Alors, une nouvelle décision est prise, c'est cette volonté de sécuriser le nord du Mali. On se souvient de la sortie du président nigérien, Mohamed Bazoum, qui a dit clairement que le nord était en proie à l'insécurité totale. Aujourd'hui, c'est visible. Alors, ces groupes se sont levés pour sécuriser le Mali, surtout sans Bamako. Oui, comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, vous allez constater vous-même que j'ai plus raison que ces activistes sans foi ni loi qui continuent par tromper le peuple malais, surtout les esprits faibles. Ah bon? J'ai dit, il vaut mieux avoir la paix intérieure et la sécurité intérieure du Mali, travailler avec tous les Maliens pour pouvoir asseoir la sécurité au Mali, et c'est ce que je vois aussi à dire, que de vouloir compter seulement sur Wagner. Et peut-être c'est ça, ce soi-disant partenariat avec la Russie. Vous savez, ces 5 colonels doivent descendre de leur piédestal et prendre les problèmes du Mali au sérieux.
Si aujourd'hui, le CPS a pris alors ses responsabilités pour assurer la sécurité des gens civils, surtout les civils du Mali, c'est parce que ils sont martyrisés par les groupes terroristes, à savoir notamment, je dis, il y a l'EI, une autre branche aussi, qui alors ne font que faire commettre des sévices ou parfois même des tueries sur les populations. Maintenant, fatigués d'attendre Bamako, le pouvoir de Bamako pour sécuriser alors le nord du Mali, ils ont pris leurs responsabilités pour faire face aux velléités des attaques. Dans ça, selon vous, les FAMA sont où? Les instructeurs? Je vous ai toujours dit que ces FAMA-là, c'est-à-dire qu'on ne nous raconte que des fables. Elles ont fait non. Des choses Les FAMA ont fait quoi? Disons la vérité aux Maliens. Les FAMA ont fait quoi? Ils ne savent que distribuer des billets de banque au Bado pour crier à Sibi Goïta, c'est tout. Ils ne font rien. Quel travail les FAMA ont fait? Quel front? Est-ce qu'ils ont été au front et le CPS est obligé aujourd'hui de déployer 380 pick-up sur le terrain pour sécuriser alors le Nord Mali, pour aller à l'encontre des terroristes? Mais si, c'est pour vous dire que cette organisation alors est consciente et soutenue alors par les Maliens. Parce qu'il faudrait savoir une chose, le nord du Mali a une grande superficie. Et c'est là où repose beaucoup de ressources minières pour le Mali. Mais souvent, c'est cette partie du Mali qui est délaissée par l'État. Ce n'est pas seulement ces colonels qui ont délaissé cette partie du Mali. C'est depuis la nuit des temps. Et c'est ce qui a fait que là-bas est devenu le lit du terrorisme. Même sur nos frontières ici, les zones délaissées sont toujours utilisées par les bandits. Vous allez constater que c'est pourquoi ces derniers temps, l'État a déployé beaucoup de services de sécurité sur nos frontières, c'est-à-dire sur les parties non utilisées. Alors, si aujourd'hui, les gens du nord du Mali ne sentent pas la présence de l'État, ne sentent pas la sécurité des FAMA, alors la présence des FAMA dans le nord du Mali pour sécuriser alors les personnes et les biens, ils sont obligés de prendre leur sort en charge. Et donc, ils ont pris leurs responsabilités aujourd'hui. Ça dénote de combien de fois ces histoires que racontent les activistes sur les réseaux sociaux ne sont que alors des fantasmes qui n'existent pas. Les FAMA ne font rien du tout. Il va falloir que ces 5 colonels prennent la mesure de la situation pour trouver des justes solutions et travailler avec le CPS. Ça ne sert à rien de ne pas vouloir travailler avec le CPS aujourd'hui parce que les gens qui composent ce CPS sont aussi des Maliens. Quand on parle des Touaregs du Mali, ils sont des Maliens. Quand on parle des Aoussa, quand on parle des gens du Gao et autres, ils sont aussi des Maliens. Donc, ils doivent travailler avec ces gens-là. Qu'est-ce qui pose le problème? C'est leur intégration dans l'armée. Alors, pour les histoires de grade, ils ne peuvent pas se comprendre. Je crois quand même que eux qui sont alors des officiers supérieurs de l'armée, qui gouvernent aujourd'hui le Mali, doivent pouvoir alors trouver des compromis avec ces gens comme la Côte d'Ivoire a réussi à le faire avec les rebelles. Ça, c'est rien du tout. Il va falloir qu'ils s'asseyent, qu'ils discutent en malien et que ces gens-là leur prêtent main forte. Aujourd'hui, si le CPS prête main forte aux FAMA, je crois quand même que le groupe EI ne pourra plus trouver de terrain. Et ne pourra plus alors avoir beaucoup d'emprise sur alors le territoire malien. Ça peut servir à reconquérir d'autres territoires qui est sous l'emprise de ces terroristes aujourd'hui. Donc moi je dis, tout ce que les gens soient sous leur clavier pour nous insulter, ça ne nous dit rien. Mais la vérité est là. Il faudrait qu'on voie ça. Aujourd'hui, ce n'est que de bonne guerre. Si alors cette organisation, le CPS, peut alors sécuriser le nord du Mali, créer des problèmes à ces terroristes EI et d'autres branches pour qu'ils laissent la paix alors à ces populations du nord du Mali, ce n'est que de bonne guerre. Mais c'est aussi ici un appel pressant pour que le pouvoir de Bamako puisse faire clin d'œil à ce CPS-là, pour qu'ils ne soient pas nécessairement en Algérie. Ils peuvent aussi se retrouver sur le territoire malien et discuter de comment ils peuvent travailler pour ramener la sécurité et la paix au Mali. Alors, Ashraf Orosawa, je vais commencer par ces propos du président Bazoum, qui a dit que les gens ont senti la présence de l'EI au nord du Mali. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et face à cela,
ces groupes s'organisent pour pouvoir lutter contre l'insécurité sans Bamako. Vous, votre regard sur cette situation? Oui, mais tout naturellement, je crois que c'est l'instinct de survie des communautés du Nord Mali. Lorsque vous êtes en situation de sécurité, vous ne pouvez que prendre des mesures. Mais je crois que la lecture vraiment de cette décision de cette coalition de mouvements de la Zawad de sécuriser sans la veille de Bamako cache un certain nombre de choses. Moi, je l'ai dit depuis le début, en fait, le mouvement de la Zawad, tous ces groupes rebelles avaient un agenda caché. En réalité, pour moi, la formalisation de l'accord même d'Alger était une sorte d'accord entre incompris. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, pour moi, l'agenda caché des groupes armés au nord, c'est la cessation. C'est la sécession. C'est la sécession. Ils avaient parlé de l'autonomie. Vous pensez que ça commence à... Oui, effectivement, aujourd'hui, c'est une sécession tacite, qui n'est pas quand même assez visible, mais tacite. C'est un début même de sécession, même du nord Mali. Et donc, aujourd'hui, ils essaient de mettre en œuvre l'agenda qu'ils avaient toujours eu, mais ils ne l'avaient pas toujours exprimé. Donc, quand vous décidez aujourd'hui de prendre des initiatives, de sécuriser un milieu, on ne peut pas aujourd'hui parler de l'absence totale de l'État. Non. Il existe des autorités déconcentrées qu'on appelle des préfets au nord Mali. Mais ces gens-là ont décidé de faire abstraction de tout ce qui constitue l'emblème ou la présence ou qui incarne l'autorité de l'État et prendre des initiatives solitaires. Donc, pour moi, on ne peut pas balayer d'un revers de la main l'accord d'Alger. Parce que pour ces gens-là, comme je l'ai dit là dernière... Ils ont toujours envoyé un message à Bamako. Oui, ils ont toujours envoyé des messages. Mais il y a eu parfois des discussions en amont, mais peut-être pas à leur goût. Peut-être qu'ils essaient d'évaluer les degrés de sincérité de l'autorité centrale. Je vais parler du gouvernement malien. Aujourd'hui, nous savons très bien que le Mali est dans un contexte extrêmement difficile et qu'il ne saurait répondre de manière intégrale ou donner satisfaction à toutes les requêtes formulées par les groupes armés. Et donc aujourd'hui, ils ont des moyens limités. Quand on parle d'autonomie, je l'ai dit au début, le problème, c'est l'organisation administrative. On sait très bien que c'est l'État malien, un territoire extrêmement vaste. Est-ce que le principe de la décentralisation aujourd'hui, qui régit l'organisation administrative de l'État malien, est désuet ou bien elle est toujours valable? Donc il faut se poser des questions. S'il faut adopter toujours la décentralisation, alors là, il faut une autonomie beaucoup plus poussée des collectivités territoriales. Et moi, je suis d'accord avec la grille de lecture de mes collègues, mais j'émets des réserves sur un certain nombre de choses. Parce que s'il faut partir sur cette grille de lecture, ce qui veut dire que tous les territoires qui sont victimes, par exemple, de la désertification de services publics, où on parle à minima de l'absence de l'État, doivent prendre des armes. Je prends, par exemple, le cas de la région des Savanes au Togo. Donc, ce qui veut dire que si l'absence de l'État, la désertification des services publics crée des frustrations, ce qui veut dire que les populations du Nord sont légitimes de prendre des armes contre l'autorité centrale. C'est ce que ça veut dire. Ça nous intéresse. Et donc pour moi, j'estime que ce n'est pas légitime. On peut y avoir des problèmes, mais il faut formuler des requêtes à l'endroit. Il appartient au gouvernement central d'apporter des éléments. Est-ce que ces fractions-là... La pause d'abord, on revient pour la suite avec...